C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Le dernier tour des régionales dimanche dernier a été un tournant. Depuis, les candidatures à la présidentielle se ramassent à l'appel. Le premier à dégainer fut Xavier Bertrand. Sur les cendres encore chaudes de sa victoire, il a dimanche soir fait un discours quasi présidentiel. Marine Le Pen, elle aussi, a regardé vers 2022. Dans le fond, les régionales furent le tremplin dimanche et le départ d'une drôle de campagne. Hier soir, le Vert Yannick Jadot s'est invité sur TF1 pour annoncer son envie de participer à la primaire des Verts. Il est candidat. 2 jours avant, c'était le maire écolo de Grenoble, sans parler de l'appel aujourd'hui d'élus dans la presse quotidienne régionale pour pousser la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc bienvenue en 2022. Quant à Emmanuel Macron, il ne semble n'avoir cure de sa défaite électorale. On en parle avec nos invités, Jean-Marie Colombani, donc cofondateur de Slate.fr et ancien directeur du Monde, Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Cher Frédéric, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Directeur général tout court. Directeur, j'ai dit quoi? Directeur. Adjoint. Ah, pas adjoint? Pas de problème. Ça, vous n'êtes pas adjoint? Alors, adjoint. mais je ne sais pas ce que j'ai avec les adjoints. Il n'y a pas de problème. Non, vous êtes directeur général. Voilà. Je suis de l'IFOP d'abord. Bon, et de l'IFOP, voilà. Bon. Et Roland Quérol, bonsoir. Vous êtes politologue et directeur bonsoir, de recherche Roselyne. Bonsoir associé au CEVIPOF. Et nous retrouvons Véronique Reilsoult à la fin de cette émission pour la chronique sur les réseaux. Donc avalanche de candidatures cette semaine, comme si le temps était compté, comme si depuis 4 jours vous aviez raté votre vie si vous ne vous déclariez pas pour 2022. Yannick Jadot, le député écologiste Europe Écologie Les Verts, a fait don de sa personne hier soir. Écoutez-le. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors je veux mettre l'écologie au cœur d'un grand projet de société. J'ai toujours été fidèle, loyal à ma famille politique. Et moi, je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie, elle est centrale, y compris avec sa justice sociale, y compris avec sa façon de revitaliser la démocratie. C'est autour de ce projet que je veux rassembler. Voilà, 2 jours avant, c'était donc Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Pourquoi, Jean-Marie, une telle avalanche de candidatures, surtout pour ne pas être en reste, en quelque sorte? Oui, c'est un paradoxe. Enfin, c'est même très surprenant parce que vous avez des gens qui viennent à peine d'être élus à des responsabilités dont on attend qu'ils les assument, puisqu'ils se présentent auprès des gens des Hauts-de-France, auprès de telle ou telle autre région, et qui, à peine élus, nous disent je vais ailleurs, je fais autre chose. Donc, et les électeurs acceptent. De Xavier Bertrand. Donc voilà, donc c'est quand même très très surprenant. Cela dit, voilà, c'est un petit peu normal en même temps parce que la projection vers l'élection présidentielle était déjà présente avant. Et elle va s'accélérer, bien évidemment, maintenant. Donc, tout le monde donne le là de cette accélération parce que les espoirs ont repris un peu tous azimuts. La gauche s'est sentie rassurée avec le succès de ses sortants régionaux et la droite, évidemment, encore plus avec le succès aussi de ses sortants. Et donc, va maintenant s'ouvrir la période des batailles internes. Oui. Bataille interne à la droite, bataille interne à la gauche et bataille interne aux écologistes, qui est aussi une autre histoire. Alors, Frédéric, Yannick Jadot avait tenté de rassembler toute la gauche, on s'en souvient, mais ce fut une fin de non-recevoir polie par la France Insoumise, les autres Verts, la gauche, le Parti communiste. Quelle image a-t-il dans l'opinion Yannick Jadot? Est-ce que c'est l'homme qui imprime, peut-on dire, que c'est le Vert, en tout cas, qui concilie, on va dire, l'écologie et l'économie de marché? Je ne dirais pas ça. Je dirais d'abord qu'il est peu connu des Français. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, il y a une majorité de Français qui ne le connaissent pas vraiment. Ceux qui connaissent ont plutôt une image d'estime, mais c'est une image plutôt pauvre. Elle n'est pas constituée par un acte lourd fort, alors que, souvenez-vous, Roselyne, il était candidat en 2017 à la présidentielle avant de se retirer dans le cadre de cette alliance très peu efficace avec Benoît Hamon. C'est vrai qu'il part tôt. C'est vrai qu'on est dans un cycle, ça a été bien dit. Les élections régionales ont fermé le cycle des élections intermédiaires. Comme c'était une sorte de tour de chauffe de l'élection présidentielle, ça a libéré toute une série de candidatures parce que, comme ça a été dit également, on a 2 mondes politiques en ce moment, 2 sphères hermétiques, la sphère politique locale dominée par l'ancien monde et la sphère politique nationale où le duo Marine Le Pen et Emmanuel Macron tient le choc. Et c'est clair qu'il y a une logique
du côté des impétrants, dans une logique de coup de boutoir, d'essayer de faire en sorte que ça se lézarde et que ces deux mondes se rencontrent et sortir de ce duo Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Et Yannick Jadot rentre dans ce cadre-là. Il a beaucoup de chemin à faire, notamment dans le cadre de cette gauche complètement divisée, éclatée, mais qu'on a vu plutôt vaillante aux élections régionales, mais seulement du côté du Parti socialiste, quand le Parti socialiste était le sortant. Reste à savoir si ça va se traduire dans le cadre d'une élection présidentielle où il n'y a pas que la marque qui compte, pas que la marque ELV, il y a d'abord l'incarnation. Et aujourd'hui, ici et maintenant, si je puis dire, Yannick Jadot n'est pas dans cette configuration-là. Ouais. Roland Quérol, les Verts ont plutôt ont une audience, en tout cas, dans la société. On va dire qu'ils peuvent gagner la bataille des idées, comme on dit, puisque l'écologie intéresse tout le monde, surtout les jeunes. Est-ce que je dirais, pour formuler différemment de la question que j'ai posée à Frédéric, est-ce que Yannick Jadot, c'est le plus sérieux des Verts, le plus pragmatique, celui qui, on va dire, ressemblerait plus au Vert allemand, en quelque sorte, un peu social-démocrate, on va dire? Malgré ce que vient de dire justement Frédéric, Yannick Jadot, sans être très connu des Français, il est le plus connu des écologistes, puisqu'il est celui qui les a tirés déjà dans une liste qui avait plutôt bien réussi. Et puis, il a l'habitude des médias, on le voit souvent. Il avait pensé qu'il serait candidat tout court, sans avoir à passer par une case primaire. Quand il a su qu'il y aurait en septembre une primaire des Verts, il avait laissé entendre qu'il n'irait pas. Et il a fallu quand même qu'il se rende à l'évidence. Il n'a pas percé incroyablement dans les sondages, quelque part entre 6 et 9 selon les semaines et les instituts. Pas de quoi emporter l'adhésion. Il est donc contraint de passer par la case primaire. Et quand on dit il y a deux nouveaux candidats aujourd'hui avec Piolle et Jadot, en fait, ça fait pas deux de plus, c'est un de moins, parce qu'il n'y en aura qu'un qui sera là finalement désigné par la primaire. Alors pour répondre à votre question, Jadot, oui, c'est celui qui entend être l'écologiste le plus responsable. Il a dit qu'il était lui-même partisan de l'économie de marché. Il essaye d'être modéré sur toutes ses positions, et c'est bien ce qui lui pose problème à l'intérieur de son parti Vert. Les Verts, ils ont une culture, ils ont plutôt une culture militante, associative ou d'extrême gauche. Ils n'aiment pas trop les gens qui ont l'air de faire de l'écologie raisonnable. Ils ont déjà viré les candidats très visibles dans des élections présidentielles précédentes. Ils se sont débarrassés de Nicolas Hulot quand même. Il fallait le faire pour mettre à la place Madame Joly. Il est donc extrêmement possible, avec les deux candidats autres que sont Sandrine Rousseau, qui est encore moins connue, mais qui a l'avantage d'être une femme par les temps qui courent, et Éric Piolle, qui est maire de Grenoble depuis déjà, il a entamé son deuxième mandat de maire d'une grande ville de France. Jadot, c'est le plus connu, c'est le plus allant, c'est le meilleur dans les médias, mais il est loin d'avoir gagné. Oui. On va parler aussi alors, vous parliez des primaires. Alors, visiblement, les Verts, ça ne leur pose pas de problème. On a le sentiment qu'à droite comme à gauche, ils sont vaccinés contre les primaires. Mais on va parler un moment d'Anne Hidalgo, de la socialiste, donc maire de Paris. Elle est pressée, elle, par l'appel de plusieurs élus pour qu'elle manifeste, elle aussi, son envie de batailler. Mais on a le sentiment, peut-être, que c'est plus par pénurie de candidats que d'envie de réel et de légitimité, Jean-Marie. C'est intéressant de parler de pénurie, parce que d'habitude, c'est le trop-plein que l'on voit, surtout au Parti socialiste d'ailleurs. Oui, mais la première bataille qui est à gagner, c'est la bataille du leadership entre les socialistes et les écologistes. Rappelez-vous, les socialistes ont un premier secrétaire qui avait accepté dans un premier temps de se mettre dans la foulée d'un candidat écolo. Donc c'était un petit peu un pas de plus dans le suicide du Parti socialiste. Le résultat des élections régionales fait que les socialistes ont repris espoir et veulent se remettre en tête de cette future coalition, si elle a lieu, si elle existe. Parce que de toute façon, il y aura un candidat écolo et un candidat socialiste. Et s'agissant d'Anne Hidalgo, on verra. Je veux dire, le fait d'être maire de Paris ne qualifie pas ipso facto. Ce n'est pas parce qu'elle est maire de Paris qu'elle peut avoir un projet pour la France. Donc nous verrons si elle est capable d'accoucher d'un programme qui tienne la route et qui soit autre chose que
le copier-coller des programmes antérieurs du Parti socialiste. Mais encore une fois, l'autre problème, c'est évidemment la gêne ou l'handicap que constituait la présence de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Ça a quand même beaucoup reculé, notamment avec les élections régionales, et donc ça paraît aujourd'hui plus en arrière. Et donc, mais néanmoins, vous aurez quand même 3 candidats, et donc 3 candidats pour se partager ce qui est aujourd'hui autour de 30 ou 35% de l'opinion. Donc ça ne fera pas quelqu'un qui sera éligible au second tour de l'élection présidentielle. Il faut bien avoir conscience de cela. Alors, je vous propose d'écouter Patrick Kanner, qui était notre invité dans Mardi Politique avec RFI cette semaine. Lui, il fait partie des partisans d'Anne Hidalgo. On l'écoute. Sur la base d'un projet, sur la base d'une stratégie électorale et sur la base d'une incarnation, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Anne Hidalgo correspond potentiellement à ce renouveau, cette renaissance pour la famille que je représente. Une famille qui devra quand même se remettre en cause. Aujourd'hui, Anne Hidalgo est dans une logique d'affirmation d'une potentielle candidature. Je dis bien une potentielle candidature. Alors, Frédéric, elle est créditée pour l'instant dans les sondages de 8%. C'est maigre. Mais ça peut bouger, ça peut évoluer. Quels sont les atouts de la maire de Paris, sachant qu'elle a quand même contre elle une campagne, vous savez, le hashtag Ça cache Paris sur les réseaux sociaux, qui n'est pas très porteur. Les réseaux sociaux, Roselyne, ce ne sont pas les Parisiens. Elle a été élue très nettement l'année dernière en conservant tous ces arrondissements. C'est vrai que 8%, ce n'est pas un score important. À 10 mois d'une élection présidentielle, ce n'est pas un signe absolu de défaite. Je rappellerai que le Jacques Chirac, qui s'était pourtant déclaré si tôt pour les commentateurs de l'époque en novembre 1994, devait être, et je parle sous le contrôle de Roland Quérol, entre 10 et 12% face à l'épouvantail Balladur. Autre époque, autre rapport de force, bien sûr, prudence. Elle a des atouts réels, des atouts que n'a pas Yannick Jadot en termes de notoriété. Elle n'aura pas une primaire qui peut être un moment très compliqué. C'est vrai que les Verts préfèrent toujours le candidat le plus radical. Même Noël Mamère avait été battu. La gauche aussi, le PS aussi, et la droite, c'est ce qui s'est passé avec Fillon. Mais bien sûr, mais la gauche a quand même gagné l'élection présidentielle. La primaire n'est pas responsable de tout, mais c'est un avantage sans doute pour Anne Hidalgo d'y échapper. Elle a des forts atouts en termes d'incarnation. Quand Yannick Jadot a des atouts en termes de marque, d'étiquette et de programme. Incarnation, une femme qui a un parcours méritocratique, elle vient d'un milieu modeste. D'ailleurs, l'image de parisianisme, contrairement à ce qui peut être dit, ne lui est pas associée très fortement. Dans les enquêtes qualitatives, on parle d'une personne d'origine immigrée, qui a un parcours de méritocratie républicaine. Elle a aussi un atout lié à son bilan parisien, même s'il est contrasté, même s'il est aussi très repoussoir pour une partie de l'électorat. Et puis c'est aussi quelqu'un qui travaille avec toutes les forces politiques de gauche, même si c'est plus compliqué ces derniers temps, avec Écologie Les Verts. Son problème, si je puis dire, c'est qu'elle est dans une sorte d'entre-deux. Elle n'est pas vraiment candidate, elle ne s'est pas déclarée. Bien sûr, pour beaucoup de commentateurs, elle l'est de manière obligatoire, mais vous savez, il y avait un slogan socialiste qui disait « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». Une candidature doit faire son chemin pour les Français, et pour l'instant, on est au milieu du gué. Roland Quérol, votre avis là-dessus? Parce qu'elle a aussi, alors pour l'instant, on commence à pencher nos regards vers l'Occitanie, vers Carole Delga, qui n'est pas très connue non plus du grand public, enfin par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les Yannick Jadot, par exemple. Elle a été élue avec 58%. C'est la mieux élue de France au régional. Est-ce que ça pourrait être une candidate aussi qu'on pourrait pousser et avoir une sorte de duel de femmes au PS, et est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Frédéric? Oui, je trouve que c'est amusant parce que ces élections régionales, je pense, n'auront strictement aucun effet sur le comportement électoral des Français à la présidentielle. Et ils se moquent complètement de ces résultats des régionales. Et pourtant, tous les politiques et beaucoup de médias font comme si les cartes étaient redistribuées. C'est une erreur. On verra que les prochains sondages, les prochaines études, la vie politique va se dérouler comme s'il n'y avait pas eu ces régionales.
je ferme la parenthèse. Anne Hidalgo, elle est quand même candidate sans être candidate depuis de longs mois, et elle est toujours scotchée au même chiffre dans les sondages, elle ne bouge pas. Pour quelqu'un qui aspire à passer l'étape suivante, elle ne dégage pas une dynamique dont on pourrait dire, tiens, visiblement, ça sera elle. Et de toute façon, si c'est elle, le problème renvoie à l'attitude des écologistes. S'il y a deux candidats, un socialiste, un écologiste, peu importe qui c'est, l'un et l'autre, ils n'ont l'un et l'autre aucune chance de franchir le premier tour. Est-ce que devant une évidence arithmétique pareille, on peut, dans les partis politiques, être un peu plus raisonnable? Est-ce que les Verts et les socialistes peuvent se dire « normalement c'est moi » et l'autre répond « non, normalement c'est moi » et te mettre autour d'une table et décider au moins d'un candidat ou d'une candidate commun ou commune? Ouais. Mais vous disiez que quand on gagne une région et que les Français s'en fichent complètement, on se souvient quand même de Ségolène Royal qui avait gagné le Poitou-Charentes et qui s'était senti pousser des ailes. Oui, c'est vrai qu'on l'avait appelé... Ségolène Royal était déjà très connue des Français. C'est vrai, vous avez alors raison. que Carole Delga, que moi je connais bien parce que je connais bien l'Occitanie et qui est une femme tout à fait remarquable, Carole Delga, elle est totalement inconnue. Oui. Et c'est assez amusant que l'idée de sa candidature soit venue du Figaro. Ce qui prouve bien que les médias jouent maintenant avec cette idée des candidatures. Et vous savez, une idée comme ça peut aussi faire son chemin, comme dirait Frédéric. Voilà. Alors justement, avant de réinterroger Jean-Marie, les instituts de sondage ont été très critiqués, Frédéric. À juste titre. À juste titre. On va en parler. Ah bah, Oui, non, je vais... Vous êtes planté ? Alors, j'aime pas ce terme, planté, pas planté. On avait bien dit que tous les sortants seraient en très bonne situation, et c'est vrai qu'ils ont été confortés. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un défi, et Roland Quérol le sait bien pour les instituts de sondage, c'était traquer le vote FN caché. J'avais la chance d'appartenir à son institut à l'époque, et quelques jours après le 21 avril, nous faisons pour Libération un sondage de deuxième tour, et Jean-Marie Le Pen, ça devait être 2 jours après le 21 avril, fait 8% en brut. On n'osait pas dire qu'on votait pour le Rassemblement, le Front National à l'époque. Ce problème a été largement et bien corrigé. Maintenant, le nouveau défi, c'est traquer l'abstention cachée qui a tendance à dérégler nos modèles et surtout de peser sur le vote RN, comme d'ailleurs aux élections municipales où les instituts, mais ça ne s'était pas vu, avaient surestimé les listes Rassemblement National. Les deux zones où l'IFOP et je pense ses confrères ont plutôt bien travaillé, c'est l'Île-de-France et la Corse, où le Rassemblement national obtenait des scores extrêmement bas et 1 degré moins Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que le vote Mariani échappait au profil type du vote RN, c'est-à-dire jeune, pas diplômé, catégorie populaire. Notre avant-dernier sondage donnait 39-35, soit l'écart qui s'est produit au premier tour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Rassemblement national, Jean-Marie? Est-ce que certains, on a dit très vite que, dans le fond, Marine Le Pen payait parce qu'on cherchait une réponse politique, une raison à cet échec, que dans le fond, elle payait sa stratégie de mollesse. Comme l'a dit d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, il s'est précipité, Papy, pour dire le Rassemblement national n'est pas assez viril. C'est l'interprétation de Jean-Marie Le Pen qui consiste à dire la dédiabolisation, c'est la délepénisation. Donc il faut se relepéniser. Sauf que, encore une fois, je n'ai jamais vu dans notre histoire récente que le lepénisme ou que Jean-Marie Le Pen soit une garantie d'accès au pouvoir. Au contraire. D'une part. Et d'autre part, moi j'en reste à l'interprétation qui est une hypothèse parmi d'autres, qui consiste à dire, dans l'esprit des gens, Marine Le Pen ne peut pas battre Emmanuel Macron, donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent battre Emmanuel Macron, il faut quelqu'un qui soit capable de le battre. Donc il faut aller chercher quelqu'un à droite, puisqu'on a dit tout à l'heure que les candidats de gauche auront peu de... Je vais juste revenir sur un mot sur ce que disait Roland Quérol, parce que c'est le point central, et je pense comme lui qu'il y a une déconnexion entre les élections régionales et la future élection présidentielle. J'en veux pour preuve les mesures de Frédéric. 2010, Nicolas Sarkozy affronte une lourde défaite à des élections régionales et locales. Il perd, je ne sais plus, 4 ou 5 points de popularité dans la foulée. 2015, François Hollande affronte une lourde défaite du Parti socialiste à une même échéance de cette nature. Il perd dans la foulée 12, peut-être un peu plus de points. Emmanuel Macron
tous les candidats se réclamant d'En Marche et se réclamant même du président de la République sont balayés, sont écartés. Emmanuel Macron reste stable à un niveau élevé, avec 41%. Oui. Donc on voit là probablement la marque de cette déconnexion dont parlait Roland tout à l'heure, et qui en effet nous montre qu'il ne faut pas raisonner à partir, comme on le ferait d'habitude, à partir des résultats de ces élections régionales, mais qu'on regarde la présidentielle autrement, en C'est ce qu'on fonction de disait l'offre dimanche soir sur ce plateau. Oui, tout à fait. Alors, mais expliquez-nous cette... Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai parlé de sphères hermétiques, de deux mondes politiques différents. Quand même, on a quand même vu un effet sondager en faveur de Xavier Bertrand, mais il préexistait à ces élections régionales. Là où je me pose une vraie question, et l'exemple de la popularité stable de Macron est particulièrement impressionnante. Moi, je me pose une question, et je n'ai pas la réponse, c'est la participation. Record de participation, plutôt d'abstention aux élections régionales, jamais vu. Nous votons dans moins de 10 mois. Sur le papier, comment peut-on concevoir que nous allons retrouver une abstention, une participation traditionnelle haute à la présidentielle, d'autant plus qu'on vote de moins en moins depuis 2012. On a voté moins en 2012 qu'en 2007 et moins en 2017 qu'en 2012. Et là, c'est peut-être là où l'impact des élections régionales pourrait être plus important qu'on ne peut l'anticiper. Roland, un mot là-dessus, sur ce qui vient d'être dit. Vous voulez réagir ? Écoutez, je crois qu'on ne sait pas. Oui, on sait Tout dépendra de l'intérêt de cette campagne électorale. Ça dépendra des promesses, des positionnements. Si ça intéresse les gens, ils iront. Si ça ne les intéresse pas, ils ont compris maintenant qu'ils pouvaient ne pas y aller. On a vu là l'exemple type, non pas d'une abstention de colère, mais d'une abstention d'inintérêt, d'indifférence. Absolument. Donc c'est vraiment vous, les médias, et je dirais, et eux, les réseaux sociaux, qui vont être en cause. Est-ce qu'on va savoir à cause des candidats, intéressés ou pas. Et pour ce qui est du Rassemblement national, je crois qu'en effet, il y a un vrai problème pour Marine Le Pen. Parce que, d'accord avec Jean-Marie sur la dédiabolisation, je dirais même que c'est la dédiabolisation qui a permis à Marine Le Pen de gagner des points par rapport à ce qu'avait déjà engrangé son père avant. C'est elle qui a fait décoller plus encore à un nouveau stade le Rassemblement national. Mais, après la dédiabolisation est venue la banalisation. Le fait qu'elle dise que on remboursera les dettes publiques, qu'on va finalement garder l'Europe telle qu'elle est, qu'on va garder l'euro. Et le procès en incompétence aussi. Alors, c'est exactement ce que j'allais ajouter. Ajouter à cela le fait qu'on ne sait pas si elle est capable de tenir les manettes, moi je pense que ça renforce de façon considérable le plafond de verre. Je pense qu'il est toujours là, qu'il n'y a pas de chance de Marine Le Pen de gagner cette présidentielle, pas plus qu'aucune élection dans les mois et les années qui viennent. Et c'est ça que les Français vont être en train de se dire, et c'est pour ça que cette élection présidentielle n'est pas jouée, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit ces deux-là qui soient là. D'une part, on ne sait pas ce qui peut arriver à Macron, mais d'autre part et surtout, on voit bien ce qui pourrait arriver à Marine Le Pen. Déjà aux dernières présidentielles, elle est partie dans les sondages à 28, 29. Très haut, oui. Pour atterrir à 21, au premier tour, avant le fameux débat calamiteux, à 21. Donc là, aujourd'hui, elle est encore repartie trop haut. Et je crois qu'elle a mangé son pain sucré. Cela dit, si on regarde le reste si on regarde le reste du paysage, pour le moment, on est dans une espèce de course d'individus. On a des noms qui surgissent comme cela, mais ça correspond à quoi ? À quel projet ? À quelles idées ? On est quand même à 10 mois de la présidentielle. À droite, il n'y a pas un vrai projet de société construit. On ne voit pas quelle est l'idée que la droite se fait de la France dans 10 ans. Absolument. À gauche, n'en parlons pas. Alors, du côté écolo, on nous dit c'est nous, mais on ne peut pas tout ramener à l'écologie. On ne peut pas construire un programme de rassemblement d'un pays autour du seul noyau dur de l'écologie, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux portent une idée de décroissance, et que la décroissance, avec la pandémie, on a vu ce que ça donnait, la décroissance. Donc, du côté du Parti socialiste, pour le moment, les cartons sont vides. Il n'y a pas non plus d'idée directrice, il n'y a pas de corpus qui fasse que, tiens, on a envie plutôt de se rallier.
pour le moment, donc peut-être, mais le temps court quand Pourtant, même. 10 mois, l'histoire est de leur c'est très peu côté. Il n'y temps. a jamais eu autant d'inégalités. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Donc l'idée de la redistribution est quand même le sujet Oui, aujourd'hui. mais je partage ce que vient de dire Jean-Marie. C'est vrai que le carburant d'une abstention, y compris à l'élection présidentielle, c'est du point de vue de l'offre, l'absence de renouvellement. 65, 81, 2007, surtout une élection de renouvellement. Là, on a déjà un casting qui fait de ce point de vue-là peur aux Français. Artaud, Poutou, Mélenchon, Lassalle, Macron, Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, on a et Jadot, qui était déjà candidat, il faut le dire, en 2017. On ne voit pas de renouvellement. Et puis, bien sûr, l'absence, comme l'a dit Roland Quérol, de débat, d'intérêt et d'offres programmatiques. Que nous dit la gauche depuis plusieurs mois, même si hier, il y a eu des premières idées. Elle ne parle que de mécano électoral, d'union. Il faut s'unir. L'important, c'est l'union pour éviter un troisième 21 avril. Les Français ne sont pas obsédés par l'union. Et l'histoire montre que la gauche est partie avec 5 candidats en 81, donc désunie, et elle a gagné. Alors, c'est pas le même contexte, bien sûr. Elle a été parfaitement unie en 74, avec la Guillet exclue, et elle a perdu. Donc il y a vraiment il peut y avoir une vraie déception des Français et revenir à ce qui a été le déterminant majeur de l'abstention dans nos enquêtes IFOP fiduciales le jour du vote, le 20 juin, qui était une abstention aussi d'inutilité du vote, de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne change rien à ma situation. Justement, Roland, dernière question. Un de vos confrères, Pascal Perrineau, disait dans le fond, les Français dessoulent de l'alternance, c'est-à-dire un coup la gauche, un coup la droite. C'est pour ça qu'ils sont passés peut-être au macronisme. Et que ce clivage gauche-droite, on l'a vu au régional, réapparaît. Mais justement, l'idée, c'était de dire peut-être qu'ils vont essayer autre chose, comme ça s'est passé aux États-Unis. Allez, celui qui renverse la table. Vous dites, c'est impossible. La gauche, on a essayé, on n'en veut plus. La droite, on n'en veut pas. Macron, en même temps, ça a fait pchit. Même s'il a quand même bien géré la crise. Voilà, est-ce que vous êtes sûr de ce plafond de verre que vous nous expliquez ce soir du Rassemblement national? Moi, je le vois tellement, et j'ai tellement dit avant ces régionales que, contrairement à ce qu'on disait, le Front républicain était la seule façon pour empêcher le Rassemblement national de passer, et ça a été prouvé, que je ne vois pas pourquoi je penserais autre chose. Je pense en revanche que c'est pas du tout cuit pour Emmanuel Macron, que le fait qu'il se débrouille si bien dans les sondages, qu'il ait gagné 10 ou 12 points de popularité pendant une année de pandémie, c'est quand même un truc absolument incroyable. Et je pense que c'est à lui. Et je pense que c'est à lui de relever le défi du programme. Je pense que c'est à lui de montrer qu'il a une capacité de renouvellement et qu'il ne va pas simplement nous refaire 2017. Et il faut qu'il réforme pour ça avant. avant. Effet coincé par... Il faut qu'il réforme un peu, pour montrer qu'il est toujours là. Mais il faut surtout qu'il fasse un programme qui soit en effet en même temps et à gauche et à droite pour aller reconquérir des électeurs. Et il me semble que les chiffres montrent que c'est pas perdu pour lui. Et si d'autres veulent renverser la table, voilà, bon voyage. Cela dit, mais je partage complètement ce que vient de dire Roland. L'équation électorale macronienne continue à fonctionner. Vous parliez, Jean-Marie, de cette enquête IFOP fiduciale pour Match. Il y a toujours 96% des sympathisants d'En Marche. On va dire, ce sont des marcheurs à la même époque. François Hollande était minoritaire chez les sympathisants PS parce qu'il y avait la loi travail. Il arrive toujours à capter à droite, moins qu'avant quand même sur des questions régaliennes, mais il est très haut à gauche. Donc cette équation fonctionne toujours, mais reste à l'alimenter. C'est vrai qu'une année de pause jusqu'à la présidentielle, une inaction pourrait lui être très préjudiciable. Oui, c'est là je doute parce que pour le moment, il bénéficie de sa gestion de la crise sanitaire. Parce que tout le monde est heureux du déconfinement. On verra si le variant vient troubler tout cela. Mais donc il a cela. Et il bénéficie aussi quand même du quoi qu'il en coûte. Parce que le quoi qu'il en coûte a été, alors pour le coup, une œuvre social-démocrate au quotidien extraordinaire. Après, il y a l'histoire de la réforme. La réforme. Je constate qu'il... Il a été élu là-dessus, sur cette promesse, Jean-Marie. Mais je constate qu'il progresse et qu'il s'est stabilisé en hausse depuis qu'il ne réforme plus. Parce qu'il laisse les Français, face à la crise sanitaire, il gère les choses, mais il ne les embête plus avec notamment la réforme des retraites. Il veut revenir à la réforme des retraites pour retrouver un marqueur à droite. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ouais. On va passer à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoul qui nous attend.
Alors Véronique. Bah, le petit générique, hein, Jean-Marie. Mais oui. Ah bah oui. Hop. Bonjour ma chère Véronique. Vous êtes avec nous? Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Véronique. Oui. Alors, le variant Delta qui monte et qui fait craindre aux scientifiques et aussi également aux Français. Est-ce que ça a une conséquence sur les vaccins? Parce qu'on a vu qu'il y avait là aussi un plafond de verre sur les vaccinations. Ça avait un peu arrêté, ça s'était stoppé. Et puis là, on revoit une nouvelle courbe. Alors, est-ce que, c'est parce que les gens veulent partir en vacances, dans le fond, ils disent on va se faire vacciner, ou bien parce que ce variant Delta est inquiétant? C'est un peu des deux, Roselyne. C'est que, en réalité, les Français, d'abord, comme le disait très justement, comme toujours Jean-Marie Colombani, c'est que aujourd'hui, les Français jugent plutôt bien la façon dont le gouvernement a géré la crise déjà elle-même, mais même la campagne de vaccination, parce qu'il y a 60% des Français qui sont plutôt satisfaits. Du coup, ils essayent eux aussi de participer, et vous voyez qu'il y a de plus en plus de Français qui s'expriment pour essayer de convaincre les Français qui n'ont pas été vaccinés et les 11% de réfractaires. Alors pour ça, ils essayent de convaincre avec des approches plutôt pédagogiques. Donc par exemple, vous voyez qu'il y a des petites vidéos très pédagogiques qui expliquent ce qu'est un vaccin, comment ça fonctionne, pourquoi le fait de se vacciner permet de réduire la puissance d'un virus, même le virus variant. Et donc ce genre de vidéo est très apprécié, très reprise, très commentée. Vous avez aussi une mobilisation des influenceurs comme Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, qui lui aussi essaye de mobiliser les uns et les autres. Vous voyez par exemple qu'il a posté un message qui dit « Vous décidez de vous faire vacciner aujourd'hui, vous atteindrez un niveau de protection maximale autour du 25 août. Donc l'impact de la vaccination sur la rentrée de septembre devrait se jouer dans les prochains jours. Après, ce sera trop tard. Donc les uns et les autres essayent de se mobiliser en perspective de cette fameuse campagne de vaccination. Et puis surtout, pour avoir une rentrée plus légère, parce que vous avez raison, oui, les Français ont envie de partir en vacances, ont envie d'oublier, mais ils ont surtout peur que la rentrée soit très difficile. Vous avez évidemment des Français aussi qui s'expriment en disant finalement, est-ce que c'est si utile, comme ce message de cette dame qui dit, voilà, ma petite fille de 25 ans qui est handicapée dans un foyer de vie, tout le monde est vacciné, un animateur est testé positif et tout le monde est bouclé, le masque sur le nez, plus de sortie, pas de visite, s'il vous plaît, à quoi sert le vaccin, envie de hurler, qui est en fait aussi les seuls messages que l'on voit un peu négatifs, mais qui ne sont pas sur le vaccin en soi, mais plus sur le comportement qu'il peut y avoir après. Et puis ce message qui résume bien, dans le fond, ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, qui sont incroyables, comme les vaccinés sont tendus et agressifs contre les non-vaccinés. Vous avez peur de quoi, les gars? Finalement, cette espèce de tension qu'on peut lire. Mais comme je vous disais, les Français sont très favorables à la vaccination aujourd'hui. C'est un vrai retournement, un vrai succès. Au point que lorsqu'on leur demande, on vient de faire un sondage pour France Info et Le Figaro avec Odoxa qui dit que les Français sont favorables à la vaccination obligatoire pour tous à 58%, pour les personnels soignants à 72%. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un retournement et c'est sans doute dû, entre autres, à la peur du variant, mais c'est surtout une vraie mobilisation des Français sur ce sujet. Je voudrais faire juste réagir un petit instant Frédéric Dabi sur cette... Rabi Jacob. Dabi. Merci de citer un film merveilleux. Mais oui, il nous a fait tous rire. Donc, Frédéric... De Gérard Henry, plutôt. Frédéric, donc oui. cette obligation pour les soignants de vaccin, on a entendu M. Delfraissy du Conseil scientifique, Castex qui va consulter. C'est une bonne idée d'obliger les gens à se vacciner? En tout cas, le sondage de mon confrère est particulièrement édifiant. Les 72% pour le personnel soignant. Il y a une vraie incompréhension de la part des Français quand on leur a présenté ce chiffre d'un soignant sur deux qui n'était pas vacciné dans quelques
quelques lieux. Alors sur l'opinion publique, c'est très très intéressant. On avait fait une enquête, nous, à l'IFOP, en mars, on était plutôt sur la proportion inverse, 40-60. Maintenant, il y a une sorte d'équation qui maintenant fait sens chez tous les Français. La vaccination, c'est le plus sûr moyen de retrouver le chemin des jours heureux, de protéger du fameux variant Delta qui, pour l'instant, n'a pas, je dirais, pénétré l'inquiétude des Français. On a publié une enquête qui montre qu'une majorité de Français, pour la première fois, n'est plus inquiet sur les conséquences sanitaires du virus. On voit que l'opinion, qui a d'abord été attentiste sur le vaccin plus qu'opposée, a complètement basculé sur une adhésion et donc sur une obligation. Ouais. Le recul de l'inquiétude est lié au progrès de la vaccination. Hein. Vous imaginez que des restrictions puissent être décidées pour une majorité de la population qui est vaccinée parce qu'une minorité refuse de se vacciner, ce sera ingérable. Autre sujet, on en a parlé il y a quelques instants, Véronique, ce sont ce que disent les internautes sur la floraison des candidatures. On se moque, on rit, on prend ça très au sérieux. Comment on réagit ? Et comment vous dire, on se moque plutôt. Regardez, voilà, il va y avoir tellement de candidats à la présidentielle qu'on va finir par les confondre avec les variants. Vous voyez, c'est un peu la tendance sur les réseaux en ce moment. On va faire plus simple. Retweet si toi aussi t'es candidat ou candidate à la présidentielle, merci. Voilà, un peu dans la veine de finalement tous les jours on a un nouveau candidat. Et puis un message qui a été pas mal repris aussi en réponse justement au tweet que je viens de vous lire, qui est: je suis dans l'obligation de me retirer de l'élection présidentielle. Je n'ai pas obtenu les parrainages suffisants. Oui, c'est un complot car le pouvoir en place et les politiques en place ont peur de moi et de la vague que j'amène. Hein, quoi ? Pourquoi une chemise à une manche ? Bref, en gros, les uns et les autres disent que tout ça est un peu excessif. Et ça fait plutôt rire les uns et les autres. Et donc, voilà, ça n'a pas mal fait le commenter. J'ai pas compris le coup de la chemise à une manche. Qu'il y a aussi... C'est lié au Brexit, peut-être. C'est la chemise qu'on met pour les fous. Ah, voilà. D'accord. C'est la camisole de force, voilà. Ok, d'accord. Voilà. On est plus fort sur genre brune. Voilà. Et à propos de fou, au fait, d'accord, vous vouliez parler de quelqu'un, non ? Non ? Voilà. Non, je sais pas. Je sais pas, il n'y avait pas... Et après, je voulais Donald aussi Trump, vous parler de quelqu'un qui vous a manqué. Bah oui. Voilà, il vous a manqué quand même, Donald Trump. Il nous avait bien occupé. Il a manqué aussi aux internautes. Et donc, dans cette veine des candidatures, je me dis, mais dis donc, il n'y aurait pas un nouveau qui va se pointer et qui serait de nouveau candidat. Donc, beaucoup de commentaires. Évidemment, aux États-Unis, mais même en France, c'est confirmé. Trump envisage la possibilité d'une candidature pour les élections présidentielles américaines de 2024. Yes. Et donc, voilà, les uns et les autres commentent. Et ça, comme vous le savez, Donald Trump était très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on peut se demander comment il fait. Eh bien, il lance des tas de contre-comptes qui permettent d'expliquer la réalité des choses. Donc, Trump Fact News, par exemple, est une façon de vérifier ce qu'il dit, ou plus exactement ce que l'on dit contre lui. Donc, on n'a pas fini avec M. Trump, donc vous allez le retrouver. Je pense que ça vous réjouit, parce qu'il vous manquait un peu quand même. Mais oui, n'est-ce pas, Roland Quérol, ça vous manquait, voilà. Donald Trump ? Mais beaucoup. D'ailleurs, tous les anciens présidents me manquent et je trouve qu'on ne teste pas assez François Hollande en ce moment. Bon. Je ne partage pas ce rapprochement entre Trump et Hollande, je trouve ça... Oui, bon, ok. Oui, non, mais chacun fait ce qu'il peut. Le problème des politiques, c'est que c'est un peu comme le virus. Il y a des variants différents, mais c'est toujours le même virus. Merci à tous. Voilà. Merci Véronique, merci Frédéric. Merci. Et Jean-Marie, et à Charlotte Urien-Thomaca et bien sûr à toute l'équipe technique. On se retrouve très vite sur France 24. Merci.